Bonjour et bienvenue dans cette continuité d'émission de cette fois-ci le Bitcoin expliqué à mon père. Mmh. Alors dans cette nouvelle émission, il y a des trucs à expliquer. Il y a des trucs à expliquer à Charles. Alors nous avions reçu dans une précédente émission Alexandre Slachenko qui vous avait expliqué un petit peu le côté noble du Bitcoin. C'est-à-dire que Charles a une expression très souvent, il dit dans la vie il y a deux sortes de personnes, il y a les gens qui jouent du piano et les gens qui transportent les pianos. Moi, je fais partie des gens qui transportent les pianos pour que Charles puisse jouer du piano. Et donc aujourd'hui, nous recevons Sébastien Gouspillon, et non pas Gros-Spirou, qui est un transporteur un petit peu de piano au niveau du Bitcoin. Ce que Alexandre Slachenko est un joueur de piano, c'est-à-dire il explique bien chez KPMG pourquoi le Bitcoin, sa vie, son œuvre, le dépassement de seuil, ce qu'on veut. Et Sébastien, lui, il fait du Bitcoin. Fait du mining, il fait du vrai Bitcoin. Et pour ça, il a un peu une vie d'Indiana Jones. C'est un peu rigolo. On a des, je pense que Sébastien a des histoires croustillantes à nous raconter. Donc, on va débuter peut-être la première question. Charles, tu veux poser la première question un peu maintenant que j'ai fait l'introduction ? La première question, c'est qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire du mining de Bitcoin? Comment vous avez découvert ça? On va peut-être expliquer c'est quoi le mining. Expliquer ce que c'est que le mining. C'est pas d'aller dans une mine avec des pics à glace, là. Non, c'est de faire des trucs très compliqués avec des ordinateurs. Donc. Déjà, est-ce que vous êtes 7 et est-ce qu'il y a Blanche-Neige? C'est ça la vraie question. Non, bonjour à tous. Et on n'est pas des nains, hein. On a tous des tailles normales. Et on n'est pas 7. Donc le mining, c'est effectivement pas avec des petits chariots dans des mines souterraines. Le mining de Bitcoin, ça consiste à sécuriser le réseau. Et donc c'est des ordinateurs. Le réseau d'électricité. Le réseau Bitcoin. Le réseau Bitcoin. En gros, pour faire vite, expliquer le mining, c'est compliqué. Mais pour faire facilement, si je vous envoie 100 euros en Bitcoin, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banquier qui valide notre transaction, c'est les ordinateurs dans le monde entier qui vont sécuriser cette transaction. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle la proof of work, le fameux truc qui pose débat. Est-ce que ça consomme trop d'électricité? Est-ce que c'est une catastrophe écologique? En tous les cas, voilà, aujourd'hui on estime qu'il y a 4 millions de machines dans le monde qui valident ce réseau qui vaut plusieurs milliards. Et donc nous c'est ce qu'on fait, on fait partie de cette compétition mondiale, on est en concurrence avec tous les mineurs mondiaux et notre job consiste à trouver des mégawatts perdus, donc de l'électricité qui sert à rien, pour faire des fermes de mining. Et donc trouver l'électricité perdue, ça veut dire à un instant T, être un peu en recherche. Il y a quoi, des appels d'offres en disant en ce moment il va y avoir des kilowatts de perdus en Afrique, en Chine, comment ça se passe? Comment vous avez accès à cette information? Personne n'a accès à cette information. En général, les électriciens sont pas très fiers de dire qu'ils ont un outil de production qui travaille à 20%, 30%, 40% de sa capacité. C'est des choses qui sont pas très connues. Moi-même, quand j'ai commencé à rechercher ces mégawatts, beaucoup de gens me disaient tu cherches un truc qui n'existe pas. L'électricité, c'est bien réglé, il y a une demande, il y a une offre et tout ça colle très bien ensemble. En réalité, c'est complètement faux. Plus on est dans des pays en voie de développement, moins il y a déjà d'électricité, plus on est en train de créer le réseau, plus il y a de l'extra-capacité. On crée une centrale, puis après on crée le réseau de distribution. Et en Afrique, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, il y a encore des endroits où il y a très peu d'électricité, donc on est obligé de décentraliser. On fait plus des grosses centrales à charbon ou des grosses centrales nucléaires pour alimenter tout un pays. On fait des centrales ENR, des centrales durables, donc du solaire, de l'éolien, beaucoup d'hydroélectricité, de la géothermie. Et après, il faut faire les réseaux. Donc, dans un continent comme l'Afrique où le développement de l'électricité est en cours, comme c'était le cas chez nous dans les années 60, par exemple, il y a énormément d'extra-capacité. Donc, ce que vous êtes en train de dire, si je comprends bien, c'est que on commence à faire, si je veux dire, l'usine, et puis quand on a l'usine, ensuite on tire les câbles dont les gens se serviront dans le futur, mais il peut y avoir une usine où il n'y a personne qui sert de l'électricité pendant un petit moment. Absolument. Il faut le temps de construire les réseaux derrière. Et très souvent, c'est pas les mêmes lignes budgétaires. On compte sur la profitabilité de la centrale avec les clients de proximité pour créer les réseaux, pour étendre aux autres clients. Et dans ces pays-là, l'électricité n'est pas une habitude. Donc il faut non seulement... Donc en ce moment-là, vous vous mettez près de la centrale. Oui. Et vous piquez de l'électricité, enfin vous achetez l'électricité pas chère du tout, parce que elle est produite, elle sert à rien, quoi. Elle n'est pas produite, parce que l'électricité, si elle est produite, il faut l'absorber. Donc en fait, les centrales ne tournent pas à plein régime, en attendant qu'il y ait la clientèle. Et donc vous arrivez, ça les fait tourner, puis vous les achetez, ce qui permet peut-être de financer le réseau derrière. On achète de l'électricité, effectivement, ça amène une manne financière qui permet d'aller beaucoup plus vite dans le développement des réseaux.
Donc vous êtes très écolo dans le fond. Bah absolument, oui, complètement. C'est pour ça que ça m'énerve d'entendre toujours que Bitcoin serait une menace écologique, parce qu'on n'est pas les seuls à faire comme ça. Actuellement, c'est 60% du réseau Bitcoin qui est sécurisé par de l'électricité perdue, du renouvelable, et essentiellement de l'hydroélectricité. Et il y a encore un potentiel de développement qui est énorme. On pourrait prendre 20 réseaux Bitcoin et les mettre sur les surplus d'hydroélectricité, ça loge. Voilà. Donc c'est vraiment pas une menace. C'est pas une menace, ça finance, et ça finance dans des endroits où on a besoin de financement parce qu'ils ont du mal à les trouver. Donc vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité quelque part. On le souhaite, en tout cas c'est le projet. Ah oui, non mais c'est bien ça, c'est intéressant. Et alors expliquez-nous pourquoi vous avez besoin de tant d'électricité pour vos bitcoins là. Mais en fait on a besoin du plus d'électricité possible pour devenir le plus gros possible face aux compétiteurs. Alors expliquez-nous, plus vous avez de pouvoir d'électricité, plus vous pouvez avoir d'ordinateurs, plus vous faites de calculs, plus vous trouvez des bitcoins. Alors, est-ce que c'est comme ça ? Oui, à peu près. Alors le nombre de bitcoins, il est tout le temps le même. Actuellement, c'est 6,25 bitcoins tous les blocs, donc à peu près toutes les 10 minutes. Ça, c'est la rémunération de tous les mineurs mondiaux. Et donc, plus on a de puissance de calcul, plus on récupère une grosse part de ce gâteau-là, qui est tout le temps le même gâteau, 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Voilà. Donc l'idée c'est aujourd'hui... Et ça durera combien de temps ces 6,25 bitcoins ? Ah, ça dure plus très longtemps, encore 2 ans. 2 ans, ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire dans 2 ans ? On continuera pareil. Au lieu de toucher 6,25 bitcoins, on ne touchera plus que 3,125. Et ça restera rentable ? Enfin moins, mais... Si le bitcoin est au même prix qu'aujourd'hui, ça sera beaucoup moins rentable. Donc ça créera une disparition d'une partie du hash rate, un rééquilibrage. On a connu ça en 2018, où la baisse énorme du cours a fini par faire baisser la compétition mondiale. Et à bout d'un moment, ça s'équilibre. Parce que notre donc matière première, c'est le jus. Ce bitcoin, il va asymptotiquement à zéro ? Comme ça, le nombre de bitcoins qui créés va asymptotiquement à zéro ? Oui. Oui, c'est une programmation, une monnaie programmée pour être créée de plus en plus petit. Donc là, on est à 6,25 et en gros, tous les 4 ans, ça divise par 2. Donc on voit qu'en 2040, on produira même plus un bitcoin entier par bloc, et en 2140, il n'y en aura plus du tout. On sera arrivé au bout. En 2140, je serai sans doute plus là, même certainement, donc c'est une question intéressante, mais... Alors là, j'essaye de comprendre. Vous avez donc dans, mettons, 20 ans, il y aura un nombre quasiment fixe de bitcoins et puis ce sera fini. On sera pratiquement arrivé au bout dans 20 ans. Ouais. On minera des pouillèmes de bitcoin. Donc si la question au bout, c'est comment vous allez vous gagner votre vie, c'est qu'on a 2 modes de rémunération, les mineurs. On est payé par les frais de transaction. Donc si je vous envoie ces fameux 100 €, je vais payer 1 € de frais, par exemple, ou 50 centimes de frais. Toutes ces 50 centimes, dans le monde entier, sur toutes les transactions, vont dans la poche des mineurs. Donc il y a 2 modes de rémunération, la création monétaire, donc le jeton, et les frais. Et donc les fees sont en train de prendre une position de plus en plus importante par rapport à la création monétaire. En gros, si on regarde aujourd'hui la totalité des fees qu'on touche, tous les mineurs mondiaux, c'est le total du chiffre d'affaires des mineurs, création monétaire comprise, d'il y a 6 ans. Donc même pas 5 ans. Donc ça évolue très vite. Voilà, moi j'ai une question qui serait plutôt pour Alexandre Stachenko peut-être, mais peut-être que tu as la réponse. C'est je ne comprends pas pourquoi penser un système avec une fin. Pourquoi justement décider qu'il y a un moment où ça doit s'arrêter ? Et dans un système optimal de Bitcoin tel que l'aurait pensé Milton Friedman, puisque ça ressemble un peu à ce qu'il avait pensé, qui donne 3%. Au contraire, on devrait avoir une augmentation de la masse monétaire de 3%, en tout cas parallèle à une augmentation. Donc pourquoi penser un système fini et pourquoi le penser en déclinisme et non pas en ascension ? Alors, c'est une question qui s'est beaucoup posée dès le départ de l'édition du white paper, parce que et d'ailleurs il y a d'autres monnaies très vite derrière crypto-monnaies qui ont plutôt proposé ce système-là. Ethereum, c'est le cas, ça crée de la monnaie, on sait pas, personne ne sait combien il y aura d'Ether au bout du bout. On peut imaginer, une courbe avec 2% d'augmentation, 2% sur 2%. Enfin, je veux dire, c'est oui, une dérivée. Absolument, c'était pas le propos de Nakamoto. Il voulait faire le premier sujet, c'était de faire du cash électronique. Donc ça, effectivement, on aurait pu avoir une autre manière d'envisager la création monétaire. Mais surtout, il voulait que ça ressemble à de l'or numérique. C'est ce qu'est en train de devenir Bitcoin, substitué à l'or. Et l'or, ce qui a fait sa valeur, c'était qu'il avait une quantité limitée. En tout cas, c'est ce qu'on a cru pendant longtemps. Mais on en trouve très peu d'ailleurs en ce moment. Il y a très peu d'or qu'on trouve.
Oui, donc finalement, c'est la rareté. La quantité est finie quand même de l'or. On peut penser que... Oui. Voilà. Et donc Bitcoin, c'était l'idée, c'était d'avoir cet or numérique qui soit fini. Et 21 millions, ça ressemble, alors on ne sait pas si c'est une volonté ou pas, mais ça ressemble, je crois que la totalité de l'or sur Terre qui était identifié à l'époque faisait un carré de 21 mètres par 21 mètres. C'est possible, c'était à peu près une piscine, oui. Ouais, non, c'est à peu près une piscine. Ou 21 mètres cubes, je sais pas, mais... Oui, c'est ça, une grosse piscine. Une grosse piscine, on met tout l'or du monde dans une grosse piscine. Oui. Ouais. Ah ouais? Ah, je pensais que c'était plus que ça quand même quand on voit les. Non, c'est pas des masses, hein, c'est très. Bon, enfin voilà, c'est vraiment pour copier le modèle de l'or, mais en mieux. C'est-à-dire que là, la quantité est réellement finie. Il peut bien tomber une météorite, nous amener plein d'or. Ça risque pas d'arriver avec le Bitcoin. Une météorite qui tombe plein de ledgers. D'accord, donc c'est un système de rareté créé, voulu. Oui, absolument voulu. Hein. Vraiment pour que cette notion d'or numérique soit respectée. Ouais. D'accord. Donc, et l'idée, c'est que ça devienne un étalon monétaire comme l'or était, parce que c'est la rareté de l'or qui faisait que justement les États pouvaient pas agiter la planche à billets autant qu'ils le font aujourd'hui, parce qu'il y avait ce référent, cet étalon. Et Bitcoin est appelé à devenir cet étalon. Enfin, nous, on en est convaincus depuis longtemps. Oui, donc l'idée, c'est que dans le fond, les banques centrales font n'importe quoi avec la création monétaire. Elles font ce que Rueff appelait, elles subventionnent des dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Donc, automatiquement, ça met en cause la survie des monnaies fiduciaires. Alors, en ce moment, on est en train de voir la Russie et la Chine qui sont en train de parler d'un retour à l'étalon or et à l'étalon énergie. Donc, on voit bien qu'il y a des écoles de pensée qui commencent à dire la monnaie est une chose trop sérieuse pour la laisser aux banquiers centraux. Quoi. C'est fou. C'est-à-dire qu'avant, c'était une chose trop sérieuse pour la laisser aux politiques, et on se rend compte que... Mais les banquiers centraux sont encore plus couillons parce qu'ils ne sont pas élus, donc on ne peut pas les virer. Alors là, on ne peut rien faire. Là, on ne peut rien faire. Une fois qu'ils ont pris le pouvoir, on ne peut pas s'en débarrasser. Et alors ça, bien sûr, donc le Bitcoin est une réponse assez intelligente à cette folie des banquiers centraux qui les a pris il y a une vingtaine d'années. Bon. C'est aussi, pardon de rentrer dans la conversation, mais depuis Draghi, on a aussi des politiques qui sont devenus surtout des banquiers centraux. Quand tu vois Madame Lagarde à la tête quand même de la BCE. De la BCE, tu ne peux pas ne t'empêcher de te dire que Madame Lagarde est une politique avant d'être une banquière centrale. C'est quelque chose. Elle était à la banquière centrale. Elle était juriste spécialisée en droit du travail aux États-Unis quand Sarkozy l'a découvert. Quoi, donc ce que je suis... Elle n'a aucune compétence. Voilà. Oui, mais bon, les banquiers qui sont devenus banquiers centraux, on peut aussi remettre en question leurs compétences. Est-ce qu'ils ont fait mieux tu avais Wagner, si tu prends à l'époque... Volcker était bien. À l'époque de Reagan, là, on a du banquier central de qualité qui savait ce qu'il faisait. Et qui savait dire non. Et qui avait réfléchi un modèle, et après, il a tort, il a raison, mais qui en tout cas... Le banquier central de qualité, il maintient toujours des taux d'intérêt réels positifs pour que l'argent ne soit pas gaspillé. Donc, mais à partir du moment où on met les taux d'intérêt réels négatifs, à ce moment-là, l'argent est gaspillé. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis 10 ou 20 ans. Mais donc la question qu'on a agitée avec Emmanuel hier, d'ailleurs, c'était de dire, ben oui, mais ce vers quoi on va, c'est à la fin des années 80, on a eu la faillite de l'Union soviétique, qui était la première grande faillite du marxisme, et maintenant, à la fin des années 2020, 40 ans après, on va avoir la faillite des social-démocraties. C'est-à-dire que la social-démocratie va crever pour les mêmes péchés que l'Union soviétique. Simplement, c'était un cancer à évolution lente à la place d'être un cancer à évolution rapide, comme c'était, enfin rapide, 70 ans, c'est un peu long pour les gens qui les ont vécu. Mais... Donc on va tout droit vers une vraie remise en question du pouvoir monétaire. Et c'est là où le Bitcoin est intéressant, c'est que c'est une réponse décentralisée, complète. La réponse première, ce serait peut-être de retourner à l'étalon or, qui était le truc d'avant, et peut-être il y a une autre réponse qui est la vôtre. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en discuter. Ouais, ça l'est parce que le retour à l'or, c'est une idée qui est agitée par des gens qui sont très sensés. Moi, j'avais discuté avec l'ancien patron du FMI, là, Pastroscan, celui qui était avant de la Rosière. Lui, il était convaincu qu'il fallait revenir à une forme d'étalon, et il voyait que l'or. Mais l'or a des défauts. Bien sûr, d'abord c'est plus puissamment déflationniste l'or. Hein. Oui, mais au-delà de ce défaut-là, c'est surtout qu'il n'était pas facile à transporter, qu'on ne connaît pas vraiment les quantités. Enfin, on a bien vu que l'or pouvait avoir ses limites en tant qu'étalon. C'est pour ça qu'on nous a expliqué qu'il fallait s'en passer. Et Bitcoin apporte des qualités que l'or n'avait pas. Donc,
on peut penser que moi je suis convaincu que ça va devenir, il va s'imposer comme un alors, État. justement, là, on a vu récemment un peu se rabattre les cartes en géopolitique, avec un monde qui va aller vers un peu plus, peut-être une alliance entre la Russie et la Chine, et peut-être justement une sorte de sortie du dollar et retour à une sorte d'étalon or entre ces pays. Dans quelle mesure Bitcoin s'insère dans ça pour toi? Est-ce que la Russie va accepter Bitcoin? Comment la Russie, comment la Chine perçoivent Bitcoin? La Chine n'aime pas, hein. Chine n'aime pas parce que, évidemment... Elle ne contrôle pas. C'est une perte de pouvoir. C'est une perte de pouvoir, donc ils détestent la perte de contrôle. Ils peuvent changer d'avis, on les a déjà vus évoluer, ainsi de suite. Si eux-mêmes peuvent peut-être... Ils ont essayé de développer, j'y connais rien, une monnaie... Les Chinois oui. C'est les premiers, bien sûr. Oui, le yuan numérique, on en parlait avec Richard il y a déjà 18 mois. Mais ça y est, il marche en... Mais c'est pas vraiment un bitcoin. Le yuan numérique, c'est un machin qui permet à toute l'Asie de servir de la monnaie chinoise. Mais c'est quand même contrôlé par la Banque centrale. C'est pas indépendant. Voilà, complètement. C'est pas une monnaie indépendante comme peuvent l'être. C'est un stablecoin. Enfin, c'est leur monnaie, mais en version numérique. Oui, non, mais ça c'est différent. Et c'est très intéressant parce que ça risque de devenir une monnaie dominante, bien sûr. Ah, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que tu as un compte directement à la Banque centrale chinoise. Quand même. Oui, donc c'est juste une alternative. Mais pour nous, qui sommes sur les exchanges et tout ça, pour tous les gens qui utilisent des crypto-monnaies, on passe toujours par un stablecoin. Et aujourd'hui, les stablecoins sont des boîtes privées, comme le Tether qui fait son USDT ou l'USDC. Mais Tether, il y a des questions qui se posent sur la validité du bilan. Hein. Absolument. Donc en gros, il propose un USD numérique et ils sont censés avoir la contre-valeur en vrai dollar. Et en fait, ça nécessite un audit permanent pour être sûr que les gars ne sont pas en train de créer plus de monnaie que ce qu'ils ont en réserve fiduciaire. Et donc, si on avait un stablecoin émis par la Banque Centrale Européenne, par exemple, ou un stablecoin émis par l'État chinois, la garantie est beaucoup plus forte. Donc, on pense que ce stablecoin va devenir le stablecoin dominant du marché mondial. Le yuan. Et oui. Et moi, je suis aussi convaincu que très très vite, je l'avais annoncé à Richard dans une des premières interviews qu'on avait faites, que au bout d'un moment, la Chine, ça va venir très vite, va imposer que tous ces achats, c'est quand même l'atelier du monde, va imposer que tous ces achats soient payés comme ça, en yuan numérique, parce que ça devient accessible. Avant, il était difficile d'acheter du yuan sur le marché. Avec le yuan numérique, c'est très facile. Donc, tu recommanderais, toi, sur une position spéculative, d'acheter du yuan numérique à long terme? Non. Non, même si Pas cette monnaie-là est beaucoup moins manipulée que l'euro ou le dollar. Hein. Il y a eu beaucoup moins de création monétaire chinoise, donc on peut penser que cette monnaie-là va avoir une valeur plus sûre et plus stable. Donc pour moi, c'est pas extrêmement spéculatif si c'est stable. Mais je pense que oui, le yuan risque de devenir la monnaie des échanges internationaux à courte échéance. Et ce que dit Louis Vincent, qui est très intéressant. Mon frère. Louis Vincent, c'est son frère, qui est mon patron aussi, il faut le dire vite. Et donc, ce qu'il dit, c'est que les Chinois ont fait l'analyse qu'a fait un peu Apple vis-à-vis de Microsoft. Il dit, une monnaie, c'est un operating system. C'est un operating system d'un ordinateur. Et quand il y a un operating system qui s'est imposé, comme Microsoft, on ne peut pas le changer. Parce que tout le monde est sur Microsoft, on ne peut pas le changer. C'est trop tard. C'est trop tard. Et donc, le dollar, c'est l'operating system du commerce international. Par contre, ils peuvent faire le coup qu'a fait Apple à Microsoft, c'est-à-dire de développer pas pour les entreprises, mais pour les particuliers. C'est ce qu'a fait Apple. Ils ont développé un operating system que les particuliers préfèrent. Et donc, à ce moment-là, ils ont pas cherché à remplacer Microsoft, ils ont cherché à faire un operating system pour quelqu'un. Et ce que dit Louis Vincent, c'est que dans le fond, le yuan va devenir l'operating system des particuliers qui veulent participer au commerce international. C'est-à-dire que peut-être les gens resteront en dollars pour, LVMH, mais le cas de LVMH, il aura une carte, et quand il partira d'un pays à l'autre, il paiera avec sa carte partout en yuan numérique, quoi. Donc je crois que c'est un peu ça le jeu des Chinois, c'est d'inventer un nouveau operating system. Oui, c'est clair. Hein, pour moi, la vision chinoise, en tout cas sur la création de ce yuan numérique, ils ont pris tout le monde de vitesse. C'était pas une obligation, on aurait pu être devant, hein, parce que nous, ça fait genre depuis 2017 qu'on explique à l'Assemblée nationale et au gouvernement français qu'il faut créer un stablecoin, qu'il y a un vrai marché à prendre. Alors justement, voilà, ça m'intéresse beaucoup. On a perdu un peu le lead là-dessus. Ça m'intéresse beaucoup. Quelle est la réponse du politique
puisque toi, tu es sur le terrain, quand tu parles de ça, est-ce que donc tu as eu des contacts à l'Assemblée nationale, tu me dis, les gens réagissent comment? Parce qu'on en avait parlé avec Alexandre Stachenko, qui nous avait dit que 8% des Français aujourd'hui détiennent des monnaies numériques. Je trouve ça quand même beaucoup, c'est autant que des actions. Donc on pourrait attendre que le gouvernement soit un peu intéressé, cherche à faire des trucs. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, il y a une nouvelle enquête qui vient de sortir, là, qui dit que c'est même carrément 9,75% des Français qui ont des cryptos. Ah oui, donc on atteint les 10%, là. Et tous les 6 mois, on va réétudier, on va se rendre compte que c'est 12, 14, 15. Et ça va devenir une force politique importante, hein. Je le dis pour les politiques qui éventuellement nous regarderaient. Ils nous ignorent totalement comme force politique. Non, ils vont pas nous regarder parce que ça les intéresse pas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, on dit des choses non convenues, donc c'est embêtant. Contrairement à ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent que les gens vont pas faire leur vote en fonction de ça, de la politique crypto. Par exemple, là, aujourd'hui, Mélenchon s'est pas du tout exprimé sur le sujet, mais ses députés à l'Union européenne votent absolument tout ce qui est contre Bitcoin. Ils ont voté, Manon Aubry a voté l'interdiction de la proof of work en Europe. Donc, et ils pensent que c'est insignifiant, que notre propriété de Bitcoin ne va pas nous faire changer notre vote. Que si on est pro-Mélenchon, on va quand même voter pro-Mélenchon. Moi, je leur dis que non, hein. Moi, si Mélenchon ne change pas son fusil d'épaule et continue à envoyer ses députés se battre contre nous, je voterai pas pour lui, c'est certain. Et aucun de mes collègues Mais parce que Mélenchon est un ennemi naturel de la liberté. Donc il est évident que tout ce qui est pour la liberté, il va pas le prendre. Il y a ça, pardon, mais il y a aussi toute une manne qui, pour une raison qui m'échappe, a décidé de dire que Bitcoin et les monnaies étaient anti-écolo. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Du coup, il y a des gens qui arrivent et qui vous combattent sur le terrain de l'anti-écologisme, ce qui, effectivement, à mon avis, est une vaste fumisterie. Pour une raison qui m'échappe, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Et du coup, tu perds voilà, toutes ces tourtes qui veulent faire leur écolo et qui votent contre les monnaies à cause de ça. En fait, c'est toujours la même chose. Si tu te demandes pourquoi ils font ça, la question est toujours la même: à qui profite le crime? Ouais. Et on parlait, qui est menacé par Bitcoin? Les banquiers centraux. Qui fait du lobbying aujourd'hui pour essayer d'interdire la proof of work et donc d'interdire Bitcoin, incidemment? Et les banques. Ouais. Parce que ça désintermédialise les banques quand même, le Bitcoin. Hein. Les banques étaient vent debout pendant presque 10 ans contre Bitcoin, donc ils ont été des gros acteurs du lobbying anti-Bitcoin. C'est pour ça que tout ce que vous avez pu lire dans la presse et qui nous conduit, même si on a peu de respect pour cette presse-là, on finit quand même par croire ce qu'ils nous racontent, parce que c'est toutes les semaines qu'on nous dit que Bitcoin c'est dangereux, c'est une catastrophe écologique, tout ce qu'on veut. Donc nous on a longtemps pensé que c'était les banques. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de banques qui ont réalisé qu'ils pouvaient faire du business avec les cryptos. Bah oui, regarde KPMG, les gens au fur et à mesure changent. Voilà, les institutionnels s'y mettent, surtout les banques américaines. Goldman Sachs maintenant a un desk Bitcoin, JP Morgan aussi, alors que il y a tout un écosystème financier qui se met autour du Bitcoin et qui ressemble de plus en plus à l'écosystème financier qui existe depuis 2000 ans, mais qui est complètement nouveau. Donc là aussi, il y a des marchés à prendre, il y a des trucs. On voit très bien qu'il y a un nouveau système de financement qui apparaît, des nouvelles options, des nouvelles... Donc, tout le système financier qui existe est en train de se mettre en place à côté, mais basé sur le Bitcoin. Donc, on ne peut pas laisser ça de côté, quoi. C'est pas possible. Apparemment, les banques commencent à réagir et se disent ça vaut le coup d'y être. Pas les banques françaises. Hein. Bah non. On n'en est pas là encore. Et la plupart des banques européennes non plus. Mais aux États-Unis, en Asie, ça pousse très fort. Donc, on peut penser aujourd'hui que c'est plus trop l'industrie bancaire qui est à la manœuvre, mais vraiment que ça serait plutôt les banques centrales. Et en Europe, c'est la même chose. Hein. Les banques centrales et les banques privées, c'est... de toute façon, les banques privées ne survivraient pas une seconde si elles n'avaient pas le soutien constant des banques centrales qui leur font des taux d'intérêt négatifs ou des choses comme ça, qui leur prêtent de l'argent à un taux négatif. C'est vraiment le nombre de centaines de lobbyistes bancaires qui sont à la BCE, voilà, on voit bien que c'est c'est un panier de crabes. En gros. Mais c'est vrai que ça doit plus se passer au Parlement européen que en France. On n'a pas vraiment de discours. Au Parlement classique, ça parle pas Bitcoin. De toute façon, ça parle pas monnaie en général. Donc effectivement, j'ai pas regardé, mais ça parle pas. Ça doit surtout se passer au Parlement européen dans des décisions qu'on voit pas en fait, comme toujours. Mais ce qui est très bizarre, parce qu'on a vu pourquoi les députés européens avaient voté pour l'interdiction de la proof of work, par exemple, ils avaient un rapport. S'ils se contentent de ce rapport, effectivement, il faut voter pour l'interdiction de Bitcoin, parce que le rapport est juste catastrophiste. Si on continue avec Bitcoin, il n'y a plus d'électricité pour la planète entière, on va tous crever. On en est là, quoi. Ce rapport est tiré du travail de Alex de Vries, qui est un anti-Bitcoin avéré. Le mec a complètement pété les plombs il y a quelques années. Il a décidé de consacrer sa vie à la lutte anti-Bitcoin. Et on peut plus discuter avec lui. Moi, j'avais des échanges encore il y a 2 ans et demi, 3 ans avec lui. Et ça finissait toujours pareil. C'est une catastrophe écologique, je me battrai jusqu'au
vous. On peut pas lui opposer d'arguments. On a beau lui dire, mais enfin, tu vois bien ce qu'on est en train de faire, on achète de l'électricité perdue. Non, c'est pas vrai. Le gars nie la réalité. On est dans Robespierre, quoi. Oui, et c'est la seule source qu'ont les députés européens pour prendre leurs décisions. C'est juste incroyable. Et cette source-là est absolument pas respectée. Tout le monde a dit que c'était pourri. Qu'est-ce qui a donné à ce gars-là le pouvoir d'influencer les Européens? Personne ne sait. C'est incroyable parce qu'encore une fois, tout son travail, Alex, son site s'appelle Digiconomist. Ça fait des années qu'il raconte des énormes bourdes, donc ça a été repris. J'ai débunké souvent, d'autres aussi. Des scientifiques ont complètement débunké ces calculs en disant y a pas un mathématicien qui peut accepter cette règle de 3 ridicule et tout ça. Malgré ça, c'est son texte qui sert de référent à ses conseillers européens. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui leur a donné. Il y a bien quelqu'un qui a pris la peine de fournir ces documents à tous les députés européens. Et donc ça veut dire que les députés européens ont des informations qui arrivent des lobbyistes sans qu'il y ait l'obligation du lobbyiste d'avoir déclaré d'où venaient ces sources. C'est quand même un truc très curieux, ça. Peut-être qu'ils disent d'où viennent les sources. En tout cas, nous, on reconnaît le style de De Vries. Tous, c'est des chiffres de De Vries, et c'est des chiffres qui ont été contestés et niés plusieurs fois. Ouais. Donc, ils n'ont pas du tout la bonne source. Quand vous dites à qui profite le crime, il y a bien quelqu'un qui le paye, ce gars-là. De quoi alors, lui, c'est un collaborateur de la Banque de Suède à l'origine, et donc il a créé son blog comme un passe-temps au départ. Je crois que c'était en 2015. Et depuis, il a réussi à s'incruster dans tous les grands titres de presse mondiaux. Donc, il a été publié dans le New York Times, dans Le Monde, enfin, dans tous les grands journaux. Dès qu'on parle de consommation de Bitcoin et de pollution Bitcoin, on cite De Vries. Voilà, on peut penser qu'il fait partie du lobby bancaire parce que sa source de revenus, c'est la Banque de Suède. Où j'ai commencé ma carrière il y a bien longtemps, mais elle a été... Non, pas la Banque de Suède, la Banque de Suède. De Suède. De Suède. Ouais. La Banque de Suède. Sweden. Ah, c'est un Suédois? Non, c'est un Hollandais, mais il travaille pour la Banque de Suède. Et il vit, je crois, aux États-Unis. Et comme Greta, il voit les particules. Ah oui. Oui, les Suédois, oui, ça peuvent être dangereux. Oui, tu vois, on est dans... On a la moitié de la famille qui est suédoise, donc on connaît un peu. Non, mais ils sont très greenwash. Ils sont très green, ils sont très bien. En tout cas, lui, voilà, c'est un anti tellement borné qu'on peut pas... On peut plus. C'est la très sainte inquisition, en fait. Là. Oui, et donc, oui, voilà, ils n'ont que ce document technique-là pour prendre leurs décisions. Donc, moi, si j'étais député et qu'on me donnait ce document-là, on dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu votes oui, tu votes non? Je vote non, évidemment. Mais on n'a jamais pu leur parler. C'est quand même dingue, c'est en train de se passer là, en Europe, à Bruxelles. Et vous réussissez pas à avoir accès au Parlement européen? Non, j'ai écrit plusieurs fois sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré Manon Aubry sur le plateau de BFM l'autre jour. J'étais, moi, sur BFM Business, et elle était sur une émission politique. Donc, quand elle est sortie, j'ai vu son émission politique. J'ai trouvé qu'elle s'était bien débrouillée. C'est pas forcément mon orientation, mais elle a été très bonne. Donc je lui ai dit bravo, votre intervention était top et tout ça. Elle me dit vous êtes qui? Donc je me présente et je lui dis vous avez voté il y a 3 semaines pour l'interdiction de mon métier dans toute l'Europe. Je pense que vous n'avez pas les bonnes sources, il faudrait qu'on en discute. Elle me dit c'est un vaste sujet. Je lui dis justement, c'est pour ça qu'il faudrait que je vous l'explique. Elle me dit non, mais j'ai pas besoin d'explication, c'est déjà vu. On a beaucoup travaillé sur le sujet avec des experts de renom, donc on sait où on va. Et merci monsieur, au revoir. Hein. Mais en l'occurrence, ils n'ont reçu aucun mineur. Il n'y a pas un mineur qui est venu s'exprimer à la Commission européenne. C'est quand même pas normal. C'est la première fois qu'on régule une profession sans inviter un représentant syndical de cette profession. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Vous devriez peut-être vous syndiquer, faire un vrai syndicat. Je suis sérieuse. On a la DAN quand même. On a une grosse association ici. Hein, donc. La DAN s'est exprimée, je pense qu'elle a été entendue par la Commission européenne, mais moi j'y suis pas allé, et je trouve qu'ils devraient entendre au moins un représentant de la profession, et je suis sûr qu'ils n'en ont entendu aucun. Aucun. Oui, parce que rappelons encore une fois, votre métier, c'est quand même d'aller mettre des machines qui ont besoin d'électricité à un endroit où de l'électricité peut être produite et où personne ne l'utilise, quoi. C'est complètement... donc ça n'a rien d'anti-écologiste. Alors nous, c'est notre métier, mais c'est vrai que il y a différentes sources. Cambridge estime qu'aujourd'hui, c'est 50% des gens qui travaillent comme nous, donc 50% du mining mondial qui est gris. Et l'autre qui bouffe de l'électricité. Et l'autre bouffe de l'électricité sur du charbon et du gaz. Donc ça leur plaît pas. Mais on a l'argument de leur dire, mais vous avez vu l'augmentation du prix des hydrocarbures? Tous nos collègues qui travaillent sur le charbon vont être disqualifiés cette année. Ça va pas attendre 50 plus. Comme toujours, il vaut mieux laisser faire le marché que demander au gouvernement. Ah mais clairement, mais moi je le dis aussi à mes collègues qui créent aujourd'hui des associations pour verdir le mining et tout. Je dis mais laissez faire le marché, il y a besoin de rien. Ce genre d'action volontariste pour dire regardez, nous on fait des efforts pour que le Bitcoin devienne 100% vert. Je dis ça n'a aucun sens. Regardez la quantité de pétrole qu'on extrait. Moi ça fait 3-4 ans que j'ai le même discours. Et j'ai dit, vous verrez que le mining noir va reculer parce que nous on nous font un jus à 3 cents.
de dollars le kilowattheure. Donc actuellement, c'est ce que payent les gars sur le charbon. Si le charbon... il a beaucoup monté depuis un an. Hein. Bien sûr, il a fait pratiquement x2. Donc ça veut dire que le kilowattheure va faire peut-être pas x2, mais pas loin, au moins fois 1,7 ou 1,8. À ce moment-là, ils sont disqualifiés. Ils peuvent plus miner. Ils peuvent plus miner, surtout là en cette période où la compétition est vraiment au plus haut. On a atteint le record historique de hash rate mondial. Et le cours du Bitcoin ne monte pas. Donc lui devrait monter pour qu'on commence à mieux gagner notre vie. Donc si les gars se retrouvent avec du jus à 6 centimes ou à 5 centimes de dollars, ils sont morts. Voilà. Et donc nous, c'est ce qu'on annonce, 85% des mining sera vert avant la fin de l'année, parce que la précipitation ce qui s'est passé en Ukraine a précipité l'augmentation des hydrocarbures. Mais elle était annoncée. Ça serait arrivé dans tous les cas. Oui, Ça serait arrivé dans tous les cas. cas. C'est ce qu'on a expliqué des tas de choses sur l'énergie depuis 2 ans ici, en disant que l'Ukraine, ça fait qu'accélérer le mouvement, mais que c'était parti, quoi. Exactement. Et donc nous, toute notre stratégie est basée là-dessus. Un jour, j'ai percuté que les hydrocarbures allaient augmenter et que nous, on devait s'axer uniquement sur aller chercher des mégawatts verts, parce que quand ça allait arriver, que l'augmentation du pétrole allait arriver, tous nos confrères chercheraient à dégager du noir. Et nous, on a les mégawatts verts qui sont prêts. On en a identifié aujourd'hui 900 mégawatts sur de l'hydroélectricité et de la géothermie. C'est énorme. C'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Donc actuellement, il y a un gros problème au Kazakhstan avec le mining. Le mining n'existe plus au Kazakhstan depuis janvier. Ils ont tout coupé, le gouvernement. Donc là, on a une énorme réserve de hash qui aujourd'hui est coupée, qui n'apparaît pas sur la courbe du hash rate mondial. Quand ça va se rebrancher, ça va faire mal. Là aussi, ça va créer une compétition énorme. Mais ça faut où mettre, les gars, aujourd'hui. Et donc, nous, on arrive, on leur dit, nous, on a plein de mégawatts green, pas plus cher que ce que vous payez aujourd'hui au Kazakhstan. Et qui est appelé à augmenter beaucoup. Parce qu'en fait, tout le monde veut partir parce que le gouvernement nous laisse entendre qu'ils vont qu'ils vont créer une taxe spécifique sur le mining de 2,5 cents par kilowattheure. Donc, ah oui, ça le double. Ah oui, voilà, il le double. Ah oui, ça, c'est encore un truc magnifique d'une taxe qui tue une activité. Ils veulent tuer l'activité. Donc, pourquoi ils veulent tuer l'activité ? Là aussi, au Kazakhstan comme ailleurs, il y a une lutte entre les modernes et les conservateurs, les banquiers centraux et les entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, c'est les banquiers centraux qui ont gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a toujours la fausse barbe de dire ça encombre le réseau ou ça consomme du charbon, mais d'abord, le Kazakhstan s'en fout complètement de consommer du charbon. C'est sain pour eux, je dirais. Ils l'extraient, ils le vendent. C'est une ressource pour eux, le charbon. Ils le voient pas comme nous. Et puis surtout, il suffisait d'interdire le mining au charbon, parce qu'ils ont aussi à peu près 25% de leur électricité qui est green au Kazakhstan, donc on aurait pu se consacrer uniquement là-dessus. Et réduire drastiquement le mining. En fait, il y en a eu trop. C'est sûr que quand le ban chinois est arrivé, il y a eu une énorme vague d'occupation du territoire kazakh, et les gars se sont positionnés sur toutes les centrales qui existaient, au gaz, au charbon, hydroélectricité. Ils s'en foutent, les Chinois. Il leur fallait du jus pour tourner, du jus pas cher. Et donc là, maintenant que le Kazakhstan ferme, il faut redistribuer tout ça, et ça doit représenter... Parce que beaucoup des miners étaient chinois au départ. Oui, quand le ban chinois est intervenu, c'était 60% du mining qui était en Chine. Ah oui, oui, oui. Donc c'était un vrai danger d'ailleurs pour le réseau Bitcoin. Mais j'ai toujours dit, c'est le seul frein que j'ai intellectuellement vis-à-vis du Bitcoin, c'est que plus de la majorité du mining est sur le territoire chinois. Donc si on avait envisagé, si le gouvernement chinois avait voulu saisir toutes les fermes en même temps, ils auraient pu avoir la domination sur le réseau. Donc faire une attaque à 51% toutes les semaines, voilà, c'était une épée de Damoclès. Et donc la Chine, miraculeusement, nous a enlevé cette épée de Damoclès en faisant le ban des mineurs. Ah, c'est rigolo parce que je dis toujours en ce moment, les gens me disent est-ce qu'ils vont envahir Taïwan, les Chinois. Et je leur dis, dans une seconde, c'est là où il y a tous les semi-conducteurs les plus performants du monde. Donc s'ils envahissent Taïwan, l'économie mondiale s'arrête, y compris la leur. Donc ça paraît pas très intelligent. Ils peuvent la laisser travailler avec le drapeau chinois plutôt que le drapeau taïwanais. Ah oui, mais à ce moment-là, les gars font sauter leurs usines et il faut des années pour les... S'ils les font sauter, oui. Ah oui, s'ils les font sauter, oui. Mais ça les fera sauter parce que c'est quand même 60 km de mer et ils auront le temps de les faire sauter. Si les Chinois le font pas, si les Taïwanais le font pas, les Américains le feront. Oui. Oui, il y a des chances. Il y a des chances, donc ça sautera, ça, il n'y a pas de problème. Non, mais je dis ça simplement parce que, donc, une fois de plus, on se rendrait compte que dans toute une série d'activités très futures, enfin très importantes pour le futur, depuis des années, on avait concentré beaucoup du développement en Chine. Oui, les semi-conducteurs, les miners, enfin... on est quand même les rois des cons, non? Nous, on a créé l'entreprise en 2016 en France, et dès le début, on a eu l'idée de fabriquer nous-mêmes les ASIC en Europe. Parce que tout est fabriqué en Chine. Il y a 18 fabricants d'ASIC dans le monde, les 18 sont en Chine. Et c'est une idée qui est
à mon avis, indispensable. Donc les Américains sont en train de le faire, les Canadiens, les Américains. Blockstream a décidé, donc Blockstream c'est un des plus gros acteurs mondiaux du Bitcoin, un des plus vieux, et donc ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de machines. Mais c'est un projet qui est long, à mon avis ils seront pas prêts avant 2023-2024. Mais ça y est, eux, ils ont percuté qu'on était toujours dépendant de la Chine à 100% pour la création de ces machines-là. Et c'est pas normal, c'est complètement fou. La Chine n'aime pas le Bitcoin, mais il y a que elle qui fournit des machines pour faire du Bitcoin. Donc s'ils veulent arrêter le Bitcoin, ils arrêtent les machines. Bah, ils l'arrêteront pas parce qu'on a de quoi tenir 10 ans avec le stock de machines qu'il y a. Ah bon, ça va. Voilà, mais avec un hash rate qui bougerait plus. Donc ça fausserait complètement le jeu de la compétition des mineurs et tout ça. Ça serait pas une bonne nouvelle quand même que les piles de fabrication. Et alors, tu parlais en début d'émission de l'Afrique un petit peu, et je sais que là, tu pars en... Centrafrique. En Centrafrique. Voilà. Je savais, comme tu t'es arrêté, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de le dire? Est-ce que c'est donc on n'a pas encore reçu la lettre officielle du d'intention. président de la République, mais on doit l'avoir aujourd'hui. Donc je pense que le temps que tu diffuses, ça sera officiel. Voilà. Et alors, quelle est justement, parce que là on a parlé de la position, je voulais parler de la Russie, mais parce qu'en Centrafrique, il n'y a vraiment rien. Hein. Il y a peu de choses, c'est pas un pays très riche. Alors c'est quand même intéressant de voir que Centrafrique essaie d'aller sur ce terrain. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire à ton avis? Alors nous on a été surpris par l'annonce, enfin nous les bitcoiners du monde entier, on s'y attendait pas. Enfin, moi j'avais eu aucune information préalable comme quoi il y avait quelque chose qui était en train de se passer, on n'était pas au courant. Ce pays est très peu médiatisé, hein. D'ailleurs moi ça fait un moment qu'on fait des recherches depuis une semaine pour essayer d'en apprendre sur le pays. Il n'y a pas beaucoup de littérature, hein, surtout sur les 5-6 dernières années. Là, donc tout le mandat présidentiel récent, là, il y a très peu de choses à découvrir dans la presse et tout ça. En tout cas, bon, c'est un pays très pauvre. Je crois que c'est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Et comme vous disiez, il n'y a rien. Hein, il y a très très peu d'électricité, très peu d'internet. Et le président décide de faire de Bitcoin une monnaie légale. C'est une monnaie qui a besoin quand même d'un peu d'internet et d'un peu d'électricité. Donc on va aller voir, nous on a proposé nos services pour essayer d'aider ce pays à faire en sorte que ce soit pas un échec, parce que d'abord pour le pays ça serait dramatique que ce soit un échec, et puis pour notre écosystème ça serait pas bon en termes d'image non plus. Donc j'ai appelé les copains un peu partout dans le monde et on a créé un petit groupe pour se proposer d'aller les aider, quoi. Et à tous les niveaux, création du valet d'État. Et donc mon idée c'est qu'il y a un énorme potentiel hydroélectrique et qu'on doit pouvoir faire une levée de fonds pour financer les ouvrages hydroélectriques qui n'ont jamais été construits. Ils sont identifiés depuis 50 ans, mais il n'y a jamais eu de financement pour créer ces centrales hydro. Donc si les populations n'ont pas d'électricité, ce pays est condamné à ne jamais sortir de la voie du développement. Il restera toujours un pays pauvre. Sans électricité, pas de croissance. Donc là, ça pourrait être l'opportunité, vu qu'ils légalisent et qu'ils sont friendly, du coup, avec notre écosystème, ça pourrait être une bonne opportunité pour enfin créer ces centrales hydro, enfin amener l'électricité aux populations, et enfin avoir une rentabilité assez rapide de ces centrales hydro, parce qu'il y aurait une base mining, une batterie économique qui serait le mining. Si on se contente de faire les centrales hydro et de distribuer aux populations, dans 20 ans, les investisseurs n'ont toujours pas récupéré leur mise. C'est pour ça qu'ils ont du mal à les financer, j'imagine. Donc avec le mining, en 2 ans, on a financé le zinzin, quoi. Donc ça va aller beaucoup plus vite. C'est notre projet. Ça peut servir de village témoin pour d'autres pays, si ça marche bien, cette histoire. Bien sûr, alors ça va être bien plus qu'un village témoin, parce que géographiquement, c'est un gros pays, il y a plus de 5 millions d'habitants. Quand je dis village témoin, c'est que ça peut donner envie. Si vous faites vraiment un wallet pour le pays, ainsi de suite, que vous donnez quelque part une sorte de carte de service en main pour un gouvernement, ça peut donner des idées. On peut imaginer à d'autres pays africains, d'autres pays d'Amérique du Sud. Il y en a plein d'autres qui sont déjà dessus. Hein. On est en contact avec une quinzaine de pays aujourd'hui qui réfléchissent à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Beaucoup de pays n'ont pas grand-chose à perdre. Hein. Là, ce pays-là, la République centrafricaine, dit oui, ils vont se fâcher avec les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, la BRI. Ok, mais qu'est-ce qu'ils leur apportent? Depuis, soi-disant, 50 ans qu'on les aide, ils sont dans une misère noire. Il y a la guerre civile en permanence, le pays n'est pas sûr, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet. Enfin, voilà. Finalement, les institutions internationales, c'est pas un succès, quoi, leur aide au développement de ces pays-là. Ah ben non. Et ces pays-là ont énormément de ressources et continuent de se faire piller leurs ressources par des grosses multinationales. Donc, on espère que, en leur donnant les bonnes clés, ils vont réussir à faire quelque chose avec cette idée-là, mais c'est pas gagné. On part de très très loin. Hein. Donc c'était tellement voué à l'échec. C'est un pari, bien sûr. C'était tellement voué à l'échec, ils ont tellement pas ce qu'il faut. Si on les aide pas, voilà, il y a quand même de grandes chances qu'ils se plantent. Donc, et même avec toute l'aide du monde qu'on pourra leur apporter, c'est un pari dans tous les cas. Ouais. De toute façon, toutes les études historiques, il y avait Peter Bauer, qui était un économiste anglais, mais qui arrivait d'Autriche à l'origine. Donc il disait
l'aide aux pays sous-développés ou en voie de développement, c'est les pauvres des pays riches qui filent du pognon aux riches des pays pauvres et qui le mettent à l'extérieur. C'est exactement ça. Hélas, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé pour la Centrafrique et pour une grosse partie. On voit que des pays comme la Tanzanie ont reçu 3 fois l'équivalent du plan Marshall et sont jamais en volume, quoi, et ne sont jamais développés. Donc il y a une espèce d'organisation internationale du pillage des pays riches au profit des pays pauvres, mais qui ne profite pas du tout aux pays pauvres, qui profite à une classe managériale, la Banque mondiale, etc., le FMI, qui est à la limite du grand banditisme, quoi. Voilà, et puis ils rentrent de l'autre main un petit peu, quoi. Ils achètent les élites locales, ce qui n'est pas cher. Parce que finalement, c'est pas cher, bien sûr, parce que c'est pas beaucoup de monde à acheter, effectivement. C'est pas beaucoup de monde, et ils sont très très pauvres, donc ils sont prêts à se vendre pour pas beaucoup. Donc vraiment, là, ce serait un truc intéressant, parce qu'on verrait donc le secteur privé essayer d'aider un pays à se développer, à développer ses sources énergétiques, avec dans le but avoué de gagner de l'argent. Non, enfin pour le pays, mais nous on y va avec aucune intention de gagner de l'argent. Non, mais à partir du moment où vous ferez du mining, vous gagnerez peut-être, voilà, c'est ça. Peut-être, mais franchement, c'est pas notre motivation. Aujourd'hui, encore une fois, on a trop de mégawatts. On a identifié trop de mégawatts par rapport à notre capacité de financer les Donc ce qui vous amène là, c'est simplement d'essayer de rendre service à des gens qui en ont besoin. Ouais, parce que si finalement on arrive à mettre en route le bond pour les centrales, que c'est une idée qui est acceptée par le gouvernement, ils sont souverains, donc nous on amène juste des idées. Si jamais ça s'est lancé, la centrale, elle n'ouvrira pas avant 3-4 ans, hein. Il faut le temps de faire les travaux. Donc moi, je serai peut-être en retraite d'ici là, hein. C'est vraiment notre motivation n'est pas là. Et tout le groupe qu'on est, parce qu'on est nombreux, hein. Il y a Ledger qui vient avec nous, il y a Yorick de Montbine, Gilles Cadignan, enfin tout l'écosystème, et Samson Mo du Canada, qui est l'architecte du bond au Salvador, participe à notre réflexion, là. Et on fait tout ça pour aider le pays. Hein. C'est très intéressant. Donc il y a cette espèce d'écosystème qui s'est mis en place et qui commence à faire concurrence à ce business infâme de l'aide internationale en disant nous on a une meilleure façon de vous aider, quoi. Pas du tout. C'est ce que vous êtes en train de faire dans la réalité. En tous les cas, on les aide, mais sans dire qu'on a une meilleure façon. Non, vous dites simplement, on peut vous aider. Nous, ils rentrent dans notre communauté en acceptant Bitcoin. Ça crée un capital sympathie, exactement comme Bukele a eu auprès de beaucoup d'entre nous. Même si certains ont dit ça va pas, vous n'allez pas aller aider un dictateur et tout ça. Il y a toujours deux manières de voir les choses, hein. Soit on reste au-dessus de la mêlée, on dit oh, celui-là on distribue les mauvais et les bons. On a les mains propres mais on n'a pas de mains, quoi. Voilà, nous exactement. Donc nous on a décidé de se mettre les mains dedans et Bukele est peut-être pas le grand démocrate dont on rêverait chez nous en France, mais en tout cas en tant que président de ce pays-là, aujourd'hui il est à la hauteur et c'est ça que les Salvadoriens attendaient. Et on n'a même pas de jugement à porter d'ailleurs, hein. Moi le président de Centrafrique, je le connais pas, j'arrive pas à trouver de source sur son action politique sur les 5 dernières années, pratiquement rien dans la presse. Mais on y va quand même, parce qu'on veut les aider. Et ce qu'on veut, c'est aider les populations, évidemment, que le pays se développe et que ça aille mieux. Mais il n'y a pas de notion de gagner de l'argent pour aucun des acteurs professionnels qui nous accompagnent dans cette démarche. Au départ, c'est pas l'idée. Si après ça ouvre des marchés et que nos boîtes en tirent un avantage, tant mieux, mais c'est pas dans notre esprit. Et vous voyez, pour le mining, nous on va proposer des choses, mais moi je veux que le mining soit le plus ouvert possible. Si le pays a besoin de ressources minières et que des investisseurs mettent de l'argent, je veux pas qu'il y ait un goulet d'étranglement chez nous. Je veux qu'ils puissent faire ça avec n'importe quel mineur. C'est une démarche missionnaire, quoi. Donc moi ça me fait penser un petit peu aux guildes d'autrefois. Tu rentrais dans une guilde de tailleurs de pierre et tu pouvais aller voir tous les autres tailleurs de pierre de la planète parce que tu faisais partie de la guilde au moment de la construction des cathédrales ou ainsi de suite. Donc c'est une sorte de confraternité en fait, où vous apprenez les uns les autres, vous êtes un écosystème où vous vous connaissez. Et vous aidez. Et quelqu'un s'intéresse à votre écosystème, au taillage de pierre, et vous dites, bon, bah, on va pas le laisser comme ça, le petit sur le carreau. Sinon, il va les tailler de travers, on va lui donner un savoir-faire. On a un savoir-faire. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait de la pierre, on va te montrer. Alors, c'est comme ça, les outils, c'est ça, voilà. Ça ressemble beaucoup à ça, et avec la différence que c'est tout nouveau. C'est-à-dire que personne n'a une maîtrise totale de ce qu'il faudrait faire. Quand un pays annonce comme ça, je prends Bitcoin monnaie légale, même nous, hein, on se regarde et qu'est-ce qu'on va faire pour les aider, quoi. C'est pas gagné. C'est vraiment quelque chose de très nouveau. Donc c'est très excitant. On dit que on a une mission qui est vachement intéressante. Ouais. Oui, puis c'est toujours amusant de faire, bon, alors après, de rendre service. De rendre service, c'est agréable, et puis d'être utile.
D'être utile, mais C'est pas grave de se sentir utile. c'est la base du raisonnement de l'entrepreneur. C'est-à-dire, le type, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, que personne ne le fait, donc il se dit, je vais le faire. Et les gens ils se disent, je vais le faire pour gagner de l'argent. Mais en fait, la vocation première, c'est souvent, je vais le faire pour rendre service, quoi. Ben, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de ça, je vais le faire. Mais bien, vraiment, nous, pour Big Block, pour BBGS, dans le rythme, ça correspond pas du tout. Nous, on a besoin d'argent maintenant pour créer nos fermes, et pas de consacrer une partie de cet argent qui pourrait rentrer chez nous pour le mettre sur des centrales hydroélectriques en RCA. Nous, on va se couper une partie de nos revenus en faisant ça. C'est vraiment pas du tout l'idée, quoi. Il est pas du tout sûr que ça nous aide financièrement. En termes de réputation, on risque de choper un peu de visibilité. Donc ça c'est une idée marchande, mais c'est pas du tout gagné parce que la RCA c'est un pays qui a pas une bonne réputation. À ce moment, il y a les troupes Wagner qui sont là-bas, donc c'est très facile de s'opposer en disant attention, comme Poutine est le diable en ce moment, la RCA c'est le diable bis, quoi. Donc en termes réputationnels, c'est même pas gagné que ça nous aide à aucun niveau. C'est un risque aussi pour nous. Vous devez savoir ça. Il y a des gens qui doivent s'opposer à ce que vous alliez là-bas, où ça va arriver très rapidement. Et donc, les gens qui vont s'opposer, on les connaît déjà. Les il y en a au sein de notre écosystème. Comme je l'ai dit, la critique, comme quoi on a été complaisant avec Bukele, on l'a beaucoup pris dans les dents de la part de notre propre écosystème. Le journal du Coin, qui est un des grands titres de notre petit écosystème français, il y a son rédacteur en chef qui nous a dit qu'on avait une complaisance douteuse vis-à-vis de Bukele. Ouais. Alors que moi, Bukele, le Salvador, j'y suis quand même allé 3 fois. J'ai beaucoup conseillé le gouvernement. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai fait le tour de ministère. On a fini par faire une réunion. Il y avait plusieurs ministres autour de la table. Le patron de l'Agence de l'énergie, le patron de la Compagnie nationale d'électricité. On a passé 2 heures. Je leur ai expliqué plein de choses sur le Bitcoin, sur le mining, tout ça. C'est entièrement gratuit. On n'a jamais facturé un sou au gouvernement du Salvador. J'ai tout payé de ma poche, les voyages, les hôtels, les formations que j'ai données au gouvernement et tout. On n'a pas prétention à facturer pour ça. On est tellement content qu'il y ait un premier pays qui a accepté Bitcoin, que c'était naturel pour nous tous. Je suis pas le seul, on est des dizaines d'entreprises occidentales en ce moment au Salvador à se retrouver le matin au petit-déj au Sheraton et à se dire comment on peut aider ce pays. Et il y a de très gros investisseurs qui sont dans le pays en ce moment et peut-être que c'est ce qui a inspiré la Centrafrique. C'est-à-dire, ça a l'air d'être un gros succès au Salvador. Voilà. Parce que dans les journaux, on n'en parle pas de ce grand succès. Ah non, on dit même que Bloomberg a sorti un article cette semaine pour dire que c'est un échec total, qu'il y avait 0 pot de balle dans le bond, le Volcano Bond de Bukele, juste parce qu'il y a 2 mois de retard en fait dans la réalisation de cette levée de fonds. Et ils se sont dit, tiens, ils sont en retard, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investisseurs intéressés. C'est la conclusion qui leur est venue, c'est pure spéculation, parce que c'est pas du tout le cas, c'est un gros succès. Ouais. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que il y a un truc qui se passe au Salvador auquel les gens devraient s'intéresser et que la presse nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Mais Bukele, apparemment, ronge son frein. Moi, j'ai parlé avec un des membres du gouvernement hier. Elle m'a dit, laisse tomber, la communication du gouvernement, c'est le mépris. Et quand on va sortir le bond et qu'on sera pas à 1 milliard comme notre objectif était d'1 milliard, mais qu'on sera peut-être à 3 ou 4 milliards, ça va calmer direct. Voilà, c'est tout. Maintenant, la réponse, c'est on n'a plus envie de se battre avec les titres de presse qui racontent et donc, il y a les grands trous, les grands Bloomberg, le New York Times, Reuters, etc. Ils ont un parti pris anti-Bitcoin. Certains journalistes, apparemment, parce que celui-là, effectivement, construit un article avec des conclusions qui sortent de nulle part. Il fait un constat à la loi, parce que pour que le bond soit homologué au Salvador, il fallait que ça passe devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'a pas reçu le texte, donc il risquait pas de valider l'existence du bond. Et donc le journaliste en déduit, il voyait bien, s'ils n'ont pas présenté le texte à l'Assemblée... Ils auraient dû l'envoyer par email. Alors qu'il est sûr d'être voté, parce que l'Assemblée est pro-Bukele, c'est bien qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas un sou dans leur bond. Voilà la conclusion qu'il en a faite. Et il titre en gros, échec total du bond, tout ça. Ça a été repris par la presse française cette semaine, là. J'ai dit, regardez le fond de l'article, comment vous pouvez rediffuser cet article de Bloomberg qui a ni queue ni tête, quoi, qui a aucun fondement. Mais c'est comme ça. Ils font ça avec l'agence France Presse tout le temps, donc. Oui, mais quand c'est dans Bloomberg, c'est ce que m'a répondu la journaliste qui a publié le même article que Bloomberg. Elle me dit, ah oui, mais Bloomberg, c'est une référence pour nous, donc s'ils disent, c'est que c'est vrai. Oui, c'est comme ça que ça se mord la queue à chaque fois. Et après, les journalistes citent l'AFP comme étant la source et ainsi de suite. Et Libération se base sur l'AFP, qui elle-même s'est basée sur Bloomberg. Et on s'en sort plus. Ah oui, j'avais eu le cas déjà dès 2017. Il y avait un article qui était sorti catastrophique sur le mining de Bitcoin. J'avais contacté la journaliste. Elle m'avait dit, je l'ai lu dans le New York Times. Et j'ai dit, ça vous suffit? Ah oui, bien sûr, c'est une référence ultime, le New York Times. Surtout, n'ayons qu'une source.
La source, c'est une le New version York pas. Times. Oui, oui, ne croisons pas les sources. Ah non, la source du New York Times ou de Bloomberg. Mais c'est une des grandes spécialités des gens qui manipulent l'information depuis quelques années, c'est qu'ils font fuir des informations dans la presse. Et ensuite, par exemple, la CIA ou le FBI, ils disent, écoutez, il y a des informations dans la presse qu'il faut vérifier. Donc ils vérifiaient et ils ont conclu que puisqu'il y a des informations dans la presse qu'ils ont mis eux-mêmes, c'est sans doute vrai et que ça nécessite une enquête. Ah, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, et donc à ce moment-là, le type qui est l'objet de l'enquête, il en prend plein la tête pour pas un rond, il ne sait pas d'où ça vient, quoi. Et donc c'est une technique qui est très éprouvée, d'utiliser des gens, des sources sûres, pour flinguer quelqu'un. Mais vous, ils auront du mal parce que vous rendez un service, quoi, un vrai. Et là, en l'occurrence, là, le journaliste de Bloomberg, ça n'a pas l'air d'être un anti-Bitcoin. J'ai pas trouvé d'anciens articles qu'il a pu écrire anti, parce qu'il y en a certains, on sait que c'est des spécialistes. Dès qu'ils publient quelque chose, on sait que ça va être plein de crasse et tout. Mais lui, c'était un nouveau, je crois, dans l'écosystème. Et donc, juste, il y a eu un raccourci intellectuel dingue, hein. Je constate quelque chose et je pars du principe que c'est à cause de ça. Mais c'est pas du tout le cas. Nous, on est dans la réalité. Moi, j'ai rencontré un investisseur singapourien qui veut mettre 1 milliard dans le monde. Mike Kaiser a tweeté hier qu'il était à table avec des investisseurs et qu'il y en avait un de ces 4 investisseurs qui voulaient mettre 1 milliard aussi sur la table. On est déjà à 2 milliards. À moins qu'il me mangeait avec le même que celui que moi j'ai rencontré, mais je crois pas. Donc non, c'est un véritable succès. Il y a énormément de monde du monde entier qui arrive chez Bitfinex, qui arrive chez nous, qui arrive chez Samson Mow, donc le fameux gars qui a créé, qui a inventé ce bond. Le succès va être fort. Ouais. Enfin bon, bref, c'est une petite parenthèse. Non, c'est pas une parenthèse. Ça prouve que partout dans le monde, on trouve cette espèce de lutte entre l'information officielle et l'information réelle que les gens ont dans le monde dans lequel ils travaillent. Mais jamais la dichotomie a été aussi forte. J'en ai l'impression. C'est extraordinaire dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine militaire en ce moment. Il y a 2 mondes où il y a une information ici, et quand vous écoutez les 2 informations, vous n'avez pas l'impression que vous êtes dans le même monde, quoi. Mais vous croyez vraiment que c'est un truc récent? Parce que je me posais la question l'autre jour, est-ce que c'est moi qui suis plus attentif? Parce qu'avant, j'étais le bon petit soldat, moi je me posais pas de questions, le système m'allait très bien, il me servait bien. Ou alors, donc, est-ce que je suis plus attentif ou est-ce que ça a vraiment changé? Quand j'étais très jeune, quand j'étais aux États-Unis, la presse aux États-Unis, les médias, les radios, étaient détenus par 450 familles. Maintenant, c'est détenu par 5 groupes. Et donc, il y a eu une concentration du pouvoir dans l'information, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qui a été considérable. Et de ce pouvoir, je crois, est née une perte de qualité. Oui, Après, heureusement, il nous reste les réseaux alternatifs, Internet et ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il y a à boire et à manger. Donc, le problème aussi, c'est que les gens qui s'intéressent à l'information vont sur les réseaux alternatifs, ils trouvent l'information qui peut être mauvaise ou bonne. Mais ce qui se passe, et on a très bien vu au moment des élections, si on avait fait voter que les gens qui servaient de l'Internet, Macron aurait fait 10% des voix. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Le problème, c'est qu'il y a tous les gens qui ne se servent pas d'Internet qui votent aussi. Qui votent aussi, et qui prennent leur information du journal de 13 heures. Il y en a tant que ça, des gens qui il y en a beaucoup plus qu'on... Il y en a beaucoup plus. Et qui prennent leurs informations du journal de 13 heures. Oui, c'est vrai. Et donc, on l'a bien vu au moment des élections, parce que si vous étiez sur le net, vous aviez l'impression que Macron allait prendre une raclée pas possible, parce que c'était impossible de trouver un gars qui lui trouvait la moindre C'est vrai, ouais. Et puis, les gens qui regardent jamais l'Internet, alors ils étaient tous Macron vent debout, quoi. Mais on ne sait pas comment les toucher, ces gars-là. Mais on a la même concentration de la presse en Europe, hein, Antonopoulos, qui est un des bitcoiners leaders mondiaux, qui est très intéressant, Andreas Antonopoulos, il a fait une conférence entière là-dessus, sur la modification de la presse, exactement cette concentration qu'il constate aux États-Unis. Il vit là-bas. C'est un grec, mais il vit aux États-Unis. Ouais. Et donc, il explique comment ça a réduit la qualité de la presse. Il n'y a plus de journalistes, il n'y a plus que des stagiaires, ils prennent les dépêches, ils les recopient. Exactement. Bon, il fait toute une conférence là-dessus très intéressante. Il y a des gens très intéressants dans notre écosystème qui s'intéressent comme vous à la liberté. Lui, Antonopoulos, je me rappelle, il était allé faire une conférence en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Je crois que c'était en Nouvelle-Zélande. Et à l'arrivée à la douane, c'était il y a au moins 2 ans, je me rappelle, il avait tweeté ça, il était sur le cul. La douane du pays lui a demandé d'ouvrir son ordinateur, de mettre son code pour qu'il puisse fouiller son ordinateur, vérifier ses wallets Bitcoin et tout ça, quoi.
Mais c'est incroyable. En pleine dictature, hein. C'est complètement dingue. Donc C'est privé un ordinateur. il avait tweeté, je ne reviendrai jamais dans ce pays où on me demande de donner mon ordinateur et d'ouvrir tous mes fichiers aux douaniers. Parce que je veux bien qu'on ouvre ses valises pour regarder de la drogue, puisqu'effectivement on cherche un produit illégal, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ou alors il avait des informations qui détenaient des images de pédocriminalité ou des choses comme ça? C'était systématique. Mais on n'a pas ouvert un ordinateur. Vous rentrez avec l'ordinateur, vous devez être prêt à filer vos codes d'accès aux douaniers de Nouvelle-Zélande. Je sais que tous les gars de Total en France, par exemple, quand ils vont aux États-Unis, ils y vont jamais avec un ordinateur. Parce que on leur pique tout. Ils se retrouvent en tôle comme le pauvre gars de... Oui, donc ils ont des ordinateurs de voyage, avec rien dessus. Rien devant, c'est dingue. C'est avec Outlook. C'est fou. Donc oui, cette préoccupation des libertés, c'est aussi un des gros moteurs de beaucoup de bitcoiners. Hein. Il y a des bitcoiners avec différentes motivations, hein, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment la liberté. Qui sont un peu proches des libertariens, c'est-à-dire qu'il est urgent de nous foutre bien la paix, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, et plus c'est pas mal, hein. Et plus on est dedans, plus on prend un peu cet esprit-là. Moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais un bon soldat, très étatiste, et voilà. Je pensais que voilà, mais c'est ce que je dis. Il faudrait faire à tous les Français un stage où ils doivent créer une entreprise et la gérer. Parce que dès qu'ils seront en face de l'État et de ses réglementations, ils trouveront que finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ça. Dès qu'on commence à être autonome... Le problème en plus qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a deux États. On a déjà les fourches codines de l'État français, puis après il y a l'Union européenne qui nous emmène une deuxième couche. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous fait fuir de la France, c'est la réglementation européenne, c'est pas le comportement des autorités. Donc vous allez françaises. en Suisse ? On va en Suisse sur l'entreprise qu'on crée pour la levée de fonds, ma BGS Assetco, on part en Suisse. Moi, je suis encore en train de me tâter pour voir si je vais y habiter ou pas. Hein, parce que moi, je suis hyper attaché à mon pays, je suis un patriote, et c'est un déchirement, hein, de quitter la France. Hein. Il y a des moments où on se dit c'est pas moi qui quitte la France, c'est la France qui m'a quitté. Mais... Oui, disons qu'il y a quand même eu plein de choses qu'on fait, qu'on nous a bien poussé dehors. Hein. Nous, ça fait 6 ans qu'on existe, on a eu 2 contrôles fiscaux, on a été viré 2 fois par nos banques, des grosses banques avec qui on avait d'excellents rapports, aucun incident bancaire, jamais, toujours de la trésorerie en tampon pour pas les affoler parce qu'on est dans le Bitcoin. Et vraiment d'excellents rapports. J'ai des pages entières d'emails avec mes banquiers qui sont parfaitement cordiaux, on se tutoie, on se connaît bien. Et au bout d'un moment, il y a la compliance qui appelle et qui dit « Foutez-moi ces gars-là dehors, quoi. Ils sont trop gros, ils deviennent trop gros, trop visibles. On peut pas avoir cette complicité avec des gens du Bitcoin, parce que c'est des voyous de grand chemin, en gros. » Pourquoi ça me rappelle quelque chose? Ah oui, ça vous rappelle quelque chose, je vois bien à quoi vous faites allusion. Mais on a encore besoin, on pourrait travailler sans banque. Donc quand même, c'est intéressant, parce que on va au cœur du problème, là, c'est que quiconque touche à la monnaie, touche à l'État. Et donc, en inventant une nouvelle forme de monnaie, vous filez des boutons à tous les États, quoi. Ça aurait pu être pire. Moi, quand on a commencé à miner, on a commencé par Odessa, puis après... les premières machines test, on l'a mis à Bangkok, parce que moi, j'allais très souvent en Asie à cette époque-là pour mon job. Et puis après, on a installé l'usine à Odessa, puis après à Nantes. Mais moi, des fois, ça me réveillait en pleine nuit, où j'étais devant un tribunal qui me disait que j'étais un faux monnayeur. Et je sais pas si vous connaissez les peines pour généralement, c'était... Le faux monnayeur, vaut mieux tuer des gens dans la rue. Hein. Non, le faux monnayeur, c'était le gars, on le liquidait à chaque fois, quoi. C'était... et pas joliment, hein. C'était... On pourrait s'attendre à des réactions des États qui étaient bien pires que ce qu'on a eu, finalement. En 2015, moi, j'avais certains de mes collègues aux États-Unis qui me disaient « Mais nous, on a eu des emmerdements, pas possible. » Et effectivement, en 2017, donc la première banque avec laquelle je travaillais, le CIC, pour pas les nommer, ils m'ont carrément gelé les comptes le premier jour de mon départ en vacances. J'arrivais en vacances, je crois que c'était le 30 juin, un truc comme ça. Et les cartes de crédit marchaient nulle part? Nulle part. Donc on arrive dans la maison, on loue, et à cette époque-là, on venait juste de créer l'entreprise, donc il y avait plein d'argent qui rentrait. Donc je contrôlais mes comptes toutes les 5 minutes. Et là, je regarde mes comptes, 0. Tous les comptes à 0. Compte perso, 0. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était un samedi matin, impossible de joindre les banquiers. Jusqu'au lundi, pas une thune. Heureusement, ma femme avait une carte bleue et un métier et un peu d'argent. Mais le lundi, je les appelle et ils me disent, ah oui, on a gelé tous vos comptes. Mais pourquoi? Ah, parce que vous avez reçu des gros chèques et on fait l'analyse des chèques, donc on bloque tout pendant le temps que ça durera. Merci de me prévenir, et puis envoyer un petit recommandé cordial. Ça a duré 3 mois. Hein. 3 mois, ça pour vérifier les chèques? Pour vérifier des chèques, on avait eu pas mal de clients qui avaient payé en chèque à l'époque du matos. C'était des gros chèques, mais c'était des clients français avec une banque française. Des banques caisse d'épargne à caisse d'épargne, ils m'ont mis 8 semaines pour vérifier ça. Voilà. Et puis ils ont fini par dire, vous dégagez, on veut pas de vous. Vous êtes dans le Bitcoin. Voilà.
Sympa, compliance. Eh ben, c'est tout ça. On va peut-être terminer là-dessus, mais je trouve ça très intéressant parce qu'on a évoqué toute une série de sujets. D'abord, le côté pratique, le côté Indiana Jones, avec le Temple of Doom, vous rentrez dans des coins où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, c'est vachement bien. Mais aussi ce côté extraordinairement important d'une révolte qui vient de la base contre des États qui pensaient nous contrôler en se servant de la monnaie. Et ça, c'est très intéressant, parce que maintenant, ils veulent nous supprimer le cash, mais ils ne vont pas pouvoir y arriver s'il y a le Bitcoin. Donc, on voit bien qu'il y a une espèce de guerre qui est engagée entre l'individu et l'État. Moi, je voulais vous demander combien de temps encore vous allez cacher que vous êtes Satoshi Nakamoto, quoi, parce qu'on voit bien que là, vous êtes en train vous êtes en train d'y arriver dans le Bitcoin. Non, mais vous savez, moi, j'ai réfléchi toute ma vie sur les problèmes de monnaie. Et donc, j'ai vu apparaître cet animal, ça fait un petit moment que j'y réfléchis, et finalement... Depuis 2008. Et finalement, la monnaie, ça n'a pas été créé par des États, ça a été créé par des individus. Par des marchands, bien sûr. Par des marchands. Et j'ai toujours pensé que c'était les femmes qui avaient créé la monnaie. Parce que, pour une raison très simple, c'est qu'elles échangent des objets sans arrêt entre femmes. Les mecs changent assez peu, mais les femmes... je te file mon ruban, tu files ta salopette. Enfin, je veux dire, elles se réunissent et elles commercent. Les petites filles... Bien sûr, mais on le voit souvent dans les familles où ils font des tontines, que ce soit au Moyen-Orient ou en Asie, c'est les femmes qui font ça, qui gèrent l'argent. Qui gèrent l'argent, donc cette idée d'échange et de changer c'est une idée féminine. Et donc là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que on prend et on l'enlève, et l'État s'est emparé de ça pour assurer sa puissance. Et donc là, on est en train d'inventer quelque chose peut-être pour nous libérer des États. C'est marrant. Nous, c'est notre conviction, ça fait longtemps qu'on l'a, et si on finit par la partager, moi je suis ravi de vous avoir à bord, parce qu'Emmanuel avait dit jamais Bitcoin dans la famille Gave, et ça avance quand même. Ah non, mais c'est honnêtement, il y a... La famille Gave peut changer d'avis, rarement, mais elle peut changer d'avis. Et il y a 6 ans, 7 ans, avant tout ça, effectivement... en fait, ça a beaucoup changé pour moi à partir du moment où on est sorti de l'idée simplement d'un bien spéculatif pour en faire quelque chose de libertarien, c'est-à-dire quelque chose pour contourner l'État. À partir du moment où c'est devenu, pour des pays, le Liban, le Venezuela, ainsi de suite, quelque chose intellectuellement pour contourner un système qui va de plus en plus mal, ça a pour moi une valeur autre que simplement la valeur spéculative qui, il est vrai, reste quand même sur la spéculation volatile, même si ça tend à de moins en moins d'écart. Mais bon, on va pas se mentir, les monnaies sont... Enfin, si tu cherches... Pour un investisseur pérenne, Bitcoin peut faire peur avec une volatilité quand même qui est grande. Bien sûr, voilà. Même si aujourd'hui on voit que la volatilité et la spéculation, elle est surtout. Aujourd'hui, on le voit bien. Oui. Ce qu'on a approché à Bitcoin, on le voit sur le pétrole, on le voit sur le charbon, on le voit sur le blé. C'est de la spéculation. C'est pas une rareté des produits qui intervient du jour au lendemain. C'est n'importe quoi. Non, c'est les marchés, le blé, là, aujourd'hui, c'est vraiment de la spéculation. Et si les gens vont crever de faim en Afrique, c'est à cause de cette spéculation. Donc, stigmatiser Bitcoin parce que c'est spéculatif, pour moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Vous savez ce que ça veut dire, spéculare en latin? Oui. Ça veut dire réfléchir. Exactement. Donc, un machin sur lequel on réfléchit, c'est pas plus mal, quoi. Mais non, mais c'est intéressant parce que, dans le fond, les États se sont emparés de la monnaie, ce qui était une façon grotesque de... Et surtout, je leur en veux énormément parce qu'ils sont emparés du temps. Ils ont nationalisé le temps. Je veux dire que les taux d'intérêt, c'est la façon dont on intègre le temps dans le calcul économique. Mais si vous mettez les taux d'intérêt à 0, ça veut dire que vous nationalisez la préférence que j'ai pour le temps. Et ça, c'est pas acceptable. Ils ont nationalisé mes préférences temporelles. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, on est bien d'accord. Les bitcoiners ont compris ça parce que nous, le timing, c'est très important. L'horloge du bitcoin, c'est toutes les 10 minutes. Et cette notion de maîtrise du temps que les gouvernements nous imposent, et même le pari sur le temps, c'est-à-dire que quand on s'endette, c'est un pari sur le futur, et notre temps va être consacré au remboursement de cette dette. Enfin, là-dessus, on se rejoint vraiment. Pour le contournement des États, moi, ça m'est vraiment apparu quand il y a eu les sanctions de Bush contre l'Iran. Et à l'époque, nous, on prospectait en Iran pour installer des fermes là-bas parce que l'électricité est extrêmement peu chère. Et j'avais proposé aux gens que j'avais rencontrés, on travaillait avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, je leur avais dit, mais la solution, c'est pas ce qu'est en train de dire Bruno Le Maire à la télé. Nous, les Anglais, les Allemands et les Français, on va continuer à commercer avec l'Iran
pas question de se laisser faire par les États-Unis, on va créer une grande chambre de compensation. Ils ont appelé ça, je sais plus comment, le DAEX ou un truc comme ça. Oui, et puis il valait mieux faire prendre le Bitcoin. Quoi. Ils ont fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis que c'est créé ce truc-là, hein, depuis 4 ans. Hein, donc ça ne sert à rien. Hein, Ça a dû coûter 40 millions. mais il y a 4 permanents qui y travaillent. C'est juste fou. Alors qu'il suffisait, les Iraniens y étaient prêts. Il suffisait de dire aux Iraniens, nous les Anglais, les Allemands et les Français, on va commercer en Bitcoin avec vous. Et on contournait les sanctions américaines si on voulait vraiment le faire. Mais on voulait pas vraiment le faire. On voulait faire un petit cinéma, on est indépendant et on est capable de continuer à bosser avec l'Iran. Mais non, Bush avait gagné et on n'a jamais recommencé avec l'Iran. Et voilà. Ça me rappelle des choses. Oui. Mais oui, vous voyez que Bitcoin va finir par nous convaincre tous ensemble et de la même manière. Oui, ben c'est parfait. Ben merci infiniment. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à tous les deux. Merci. Et donc, bonne chance pour le projet. Il faut vous acheter un chapeau comme Indiana Jones, là, pour en qu'on perd dans la rue. Oui. En plus, j'en ai besoin. Ça peut être utile. Il a un très joli chapeau. Voilà. Et on va attendre 5 minutes avant de se lever. Et on va vous dire merci beaucoup. Merci encore de nous avoir suivis dans cette spéciale émission sur le Bitcoin. Et si vous avez vos questions, vous les posez en bas. Vous les posez aussi... Sébastien est sur Twitter, donc... sous son nom, donc vous devrez pouvoir le trouver. Comment c'est mon nom Grosse Pirou. Grosse Pirou. Non, c'est Gouspillou. C'est bien parce que quand tu m'as présenté, t'as dit Gouspillon. C'est You. C'est You, oui. Oui, Là, tu l'as bien Gouspillou. dit. Ah Tout oui. à l'heure, t'as dit Yon. Je suis... Et c'est de Non. quelle origine ces noms? C'est du Périgord. Ah, du Périgord, génial. tiens donc. De vers où? C'est le Goupillon parce qu'on a un ancêtre qui était un curé défroqué, donc c'était Goupillon. Puis là-bas, comme ils mettent des houes partout, c'est devenu Gouspillou. Grosse Pirou, oui, c'est sympa ça. Ouais. Mais moi, La région du Pétassou. Le Pétassou un peu, Exactement. le Pétassou beaucoup. J'avais une partie de ma famille qui était de Bord-les-Orgues, donc c'est pas très loin, mais enfin c'est plus haut, c'est vers la Corrèze. Ouais, ma mère est plus de ce coin-là. Elle, ouais. Voilà. Eh bien alors, merci encore beaucoup et n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, à nous suivre sur les réseaux et ainsi de suite. À très bientôt, merci.